Dans cette vidéo précise et pointilleuse, nous parlerons du problème lourd et déterminant des biotechnologies. Si on parle des biotechnologies, c'est parce que certains considèrent que c'est une chance formidable pour révolutionner l'agriculture. Et révolutionner l'agriculture, on en a besoin, puisqu'il va falloir augmenter la production agricole, la production alimentaire de 70% d'ici à 2050 si on veut nourrir tous les hommes. En 2009, le sommet mondial sur la sécurité alimentaire, qui a été organisé à Rome par les Nations Unies, a écrit dans sa déclaration finale qu'il fallait développer, qu'il fallait étudier, approuver, adopter des biotechnologies et autres innovations et technologies nouvelles qui soient sûres et puissent être exploitées durablement sans dommage pour l'environnement. Bref, avec les biotechnologies, les signataires de cette déclaration, c'est-à-dire quand même les 192 États de l'ONU à l'époque, veulent faire du développement économique en accroissant la production, du développement social en apportant de la nourriture à tout le monde, et du développement environnemental en préservant l'environnement. Bref, ils veulent faire du développement durable grâce aux biotechnologies. Est-ce que ça peut marcher? Pour y répondre, il faut peut-être qu'on se demande ce que c'est que les biotechnologies. Les biotechnologies, on appelle ça aussi les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est que la transgénèse. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'un gène, donc il faut comprendre ce que c'est que l'ADN, donc il faut comprendre ce que c'est qu'une cellule. Enfin, commençons par le commencement. Tout être vivant, moi, vous, mon chat, mes plantes de jardin, tout être vivant est constitué de cellules. Dans le noyau de chaque cellule, on trouve des chromosomes. Ces chromosomes, ils sont faits dans une matière qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est une molécule très complexe qui est faite d'un filament en forme de double hélice qui met bout à bout ce qu'on appelle des gènes. En fait, un gène, c'est un morceau d'ADN. Dans l'ADN humain, il y a à peu près 30 000 gènes. Et chacun de ces gènes définit une caractéristique de l'être vivant. Dans l'ADN humain, il y a un gène qui donne la couleur de nos yeux. Il y a un gène qui précise si nous aurons les cheveux raides ou les cheveux bouclés. Il y a des gènes qui précisent toutes nos caractéristiques. Il y a même des chercheurs qui sont en train de chercher un gène de l'intelligence, mais je crois qu'ils auront un petit peu de mal à trouver parce qu'en fait, la formation de l'intelligence, c'est le résultat de processus très complexes qui ne sont pas seulement génétiques. Parmi tous mes gènes, il y en a un qui dit que j'ai 2 bras, 2 jambes, et il n'y en a pas qui dit que j'ai des nageoires. En revanche, dans l'ADN d'un poisson, il y a des gènes qui prévoient que le poisson aura des nageoires. Si on trouvait dans l'ADN d'un poisson ce gène qui dit que le poisson a des nageoires, et si on arrivait à le mettre dans l'ADN d'un humain, est-ce qu'on réussirait à faire des humains avec des nageoires? Ce processus qui consiste à prendre un gène dans l'ADN d'un organisme et à le mettre dans l'ADN d'un autre organisme, on appelle ça la transgénèse. Et on y travaille. Alors, pas pour faire des humains avec des nageoires, mais on n'en est pas très loin. Dans les profondeurs du Pacifique, par exemple, là où la lumière n'arrive pas à venir, il y a des mollusques qui émettent de la lumière. Dans leur ADN, on a trouvé le gène de la luminescence et on l'a mis dans l'ADN d'un lapin. Résultat, le lapin brille la nuit. Et c'est comme ça qu'on va révolutionner l'agriculture. Lorsque les lapins s'échapperont du clapier, on pourra les retrouver même la nuit. Enfin, on va peut-être faire des choses un peu plus utiles tout de même. Par exemple, on a trouvé dans l'ADN d'un poisson, on a trouvé le gène de la résistance au froid, des poissons qui vivent dans les mers froides. Eh bien, on a réussi à le mettre dans l'ADN d'une fraise, et comme ça, la fraise se conserve mieux au réfrigérateur. À partir de là, on peut imaginer toutes sortes de choses. Le grand espoir, ça serait de réussir à faire des plantes plus productives, des plantes qui consomment moins d'eau, des plantes qui résistent à la sécheresse, des plantes qui soient plus nourrissantes. Bref, grâce aux biotechnologies, on peut espérer faire des choses utiles. Et on a trouvé par exemple le moyen de faire des plantes qui produisent elles-mêmes leur insecticide. Comme ça, on n'a plus besoin de pulvériser de l'insecticide sur les plantes. Elles se débrouillent toutes seules pour se débarrasser de leurs insectes. Bref, les biotechnologies, c'est formidable. Enfin, ça serait formidable si c'était pas un petit peu plus compliqué. Parce que quand on insère un nouveau gène dans le génome d'un être vivant, on ne sait pas exactement quelles sont les caractéristiques qu'on lui transmet. En fait, il arrive qu'on lui transmette, les caractéristiques voulues, mais parfois aussi d'autres caractéristiques qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas prévues. En fait, on ne sait pas très bien comment ça marche. Et quand on maîtrise mal une technique nouvelle, eh bien, il arrive qu'on fasse des bêtises. Tu vas le payer cher, Malfoy. Crash limace. Dis quelque chose.
faut l'emmener chez Hagrid. Il saura quoi faire. En fait, les biotechnologies, c'est un petit peu ça. Nous sommes tous des Ron Weasley. On a remarqué d'ailleurs qu'il arrivait que certains gènes, quand on les mettait dans le génome d'une autre espèce, ils repassaient ensuite dans le génome d'une autre espèce, mais ça, on ne l'avait pas forcément voulu. On a vu par exemple des mauvaises herbes qui poussaient à côté de plantes transgéniques, des plantes transgéniques qui avaient été programmées pour être résistantes. Eh bien, on a vu des mauvaises herbes qui poussaient et qui elles-mêmes étaient aussi résistantes. Du coup, il a fallu mettre des herbicides plus forts, alors que le but premier, c'était de ne plus mettre d'herbicides. Il arrive aussi qu'on se rende compte qu'en mettant un gène dans un aliment, cet aliment devienne dangereux pour certaines personnes qui sont allergiques. Là où ça pose vraiment problème, c'est qu'on peut difficilement faire des tests, faire des essais. Parce qu'une fois qu'on a commencé à cultiver des OGM, les gènes se diffusent dans la nature. Les plantes OGM se croisent avec les plantes non OGM et se reproduisent et donnent naissance à des plantes qui sont elles-mêmes porteuses du gène. Au bout de quelques années, c'est devenu impossible de cultiver des plantes non OGM parce que toutes les plantes ont conservé ce gène et l'ont transmis à d'autres qui poussent naturellement de façon sauvage. On ne les contrôle plus. Elles sortent du champ et poussent ailleurs, se croisent et se reproduisent avec d'autres plantes qui poussent dans d'autres champs. En fait, les OGM, c'est irréversible. C'est pour ça que certains s'opposent aux OGM, ceux qu'on appelle les faucheurs d'OGM, parce qu'ils expliquent que les biotechnologies, c'est une forme de pollution. Des gènes qui se diffusent et qu'on ne contrôle pas, oui, c'est de la pollution génétique et ça menace la biodiversité. Et au nom du principe de précaution, les opposants disent qu'il faudrait interdire ces OGM tant qu'on n'est pas sûr de savoir comment faire. Le problème, c'est que faire des lois, ça prend du temps et qu'on est en partie dans une situation de vide juridique. La législation est toujours un peu en retard sur la science. Donc du coup, quand il n'y a pas de loi, les choses se passent sur le terrain, dans des affrontements entre les partisans des OGM, les cultivateurs d'OGM, et les opposants, les faucheurs d'OGM. Dans les faits, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on cultive des OGM dans le monde. Est-ce que ça aide à nourrir l'humanité? Des OGM, on en cultive dans beaucoup de pays. Au total sur 200 millions d'hectares, c'est-à-dire 7 fois la surface agricole française dans le monde. Mais si on regarde quelles plantes sont concernées, on voit que ce n'est pas pour l'alimentation humaine. Le maïs, le soja, c'est fait pour nourrir les animaux d'élevage, donc pour produire de la viande. Le coton, c'est fait pour l'industrie textile, c'est-à-dire ce ne sont pas des priorités pour la sécurité alimentaire. D'ailleurs, pourquoi cultive-t-on des OGM? En fait, les deux caractéristiques les plus recherchées des OGM, c'est la résistance aux herbicides et la résistance aux insectes. Le premier producteur de semences OGM, d'ailleurs, c'est l'entreprise Monsanto. Monsanto, c'est une multinationale spécialisée dans la chimie qui produit des insecticides et qui produit des herbicides. Monsanto a produit des semences dites Roundup Ready. Ça veut dire qu'elles sont faites pour résister à l'herbicide produit par Monsanto, son herbicide vedette qu'on appelle le Roundup, qui est à base de glyphosate. Comme ça, Monsanto gagne sur les deux tableaux. Ils vendent des semences OGM et ils vendent le glyphosate. Ils vendent les deux en même temps. Les OGM, en fait, ça sert à cet industriel à vendre plus de produits chimiques. On se demande un peu si c'est vraiment un moyen de mieux nourrir l'humanité. En Inde, on a fait pousser du coton qui résiste aux insectes, ce qu'on appelle le coton BT. Malheureusement, ça ne marche pas toujours très bien. Et on a vu des villages qui étaient ruinés parce qu'ils s'étaient endettés pour acheter des semences OGM qui sont plus chères que des semences non OGM. Et ils ont dû ensuite racheter de l'insecticide parce que l'OGM n'avait pas été efficace. Qui vous a poussé à acheter ce coton transgénique? Ce sont eux, les vendeurs, qui sont venus faire de la propagande. Ici, dans le village? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils sont venus avant la saison, en nous disant que grâce à eux, on allait produire 15 à 20 quintaux de coton par hectare. 3 fois plus que d'habitude. En plus, ils nous ont assuré qu'il n'y avait pas besoin de pesticides. Jamais de maladies. Alors on en a acheté. Mais de nouvelles maladies sont apparues qu'on ne connaissait pas. On a mis des pesticides, mais ça n'a rien changé. On devait avoir 15 quintaux par hectare. Résultat, cette année, on n'en a eu que 2. Un coton moins résistant que prévu qui coûte 2 fois plus cher qu'avant et qui ne tient pas ses promesses sur des terres qui manquent d'eau. Dans le village de Dorly, on n'attend plus rien des banquiers. La décision est prise, simple et radicale, on a décidé de tout vendre pour partir à la ville. Donc les OGM, ça pourrait rendre des services, mais on les maîtrise encore très mal.
Et on en ignore les conséquences. Alors pour le moment, après 20 ans de mise en culture, en fait, ça a surtout été utile au développement de l'agrobusiness et pas tellement à l'alimentation elle-même.